Bonjour et bienvenue aux Assises européennes de la transition énergétique pour cette 18e édition dont le thème est le champ des possibles pour les territoires. Nous allons parler aujourd'hui de feuille de route pour la transition énergétique pour le conseil départemental. Madame Laure Curval, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère départementale, déléguée à la transition énergétique, à la précarité énergétique également, et également élue locale dans une ville qui s'appelle Pessac, qui se trouve au nord-ouest de la ville de l'agglomération de Bordeaux. Mais nous n'allons pas parler ni de Pessac, mais du conseil départemental. Vous avez voté mi-juin une feuille de route concernant la transition énergétique pour le département. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Oui, avec plaisir. Donc la délégation que m'a confiée le président est une nouvelle délégation, même si bien entendu il existe depuis longtemps une politique de développement durable pour laquelle le département de la Gironde est particulièrement exemplaire, avec un agenda 21 qui a été lancé dès 2004 et qui en est à sa 3e édition. Vous êtes même, je crois, pilote des agendas 21 d'autres communes. Hein. Absolument, et il remplit vraiment un rôle d'animation et aussi d'innovation de boîte à idées. Et le département a aussi un plan climat qui était obligatoire et qu'il a voté vers 2012. L'idée de cette délégation est bien de réaffirmer le rôle du département. Donc dans la feuille de route votée en juin, 4 orientations principales. L'idée que le département doit forcément montrer l'exemple. Quelles que soient les évolutions de la loi NOTRe, le département garde des obligations sur ses propres bâtiments, notamment sur la mobilité de ses agents, etc. Une autre orientation vraiment très importante est que le département garde aussi un rôle en termes de solidarité territoriale. Et donc l'orientation 2, c'est impulser l'exemplarité auprès des collectivités infradépartementales et notamment les accompagner dans la stratégie de la transition énergétique et aussi la précarité. L'orientation 3 est vraiment au titre du chef de fila du département, qui, comme tous les départements, a des obligations en matière de précarité énergétique. Donc là, on est à la fois sur les solidarités territoriales et humaines. Et le dernier axe est davantage tourné vers agir ensemble, donc aussi bien vers la cible des agents du département que vers les citoyens, le monde associatif. C'est vraiment comment on sensibilise et comment on s'adapte au changement climatique. Est-ce que c'est compliqué de convaincre des collectivités infradépartementales, les communes rurales plus précisément, à ce sujet-là, qui est un sujet qui peut être simple mais aussi assez complexe dans les montages de projets, dans les financements ? Comment ça se passe en Gironde ? Alors, en termes de sensibilisation, je pense que l'agenda 21 a vraiment joué son rôle. Et en plus, la Gironde est aussi assez pilote en matière de territoire à énergie positive. Donc, il y a déjà des intercommunalités, des syndicats, notamment le CIFEM pour en nommer un, mais il y en a d'autres qui se sont vraiment lancés dans des politiques de la transition énergétique. Donc, concrètement, ça veut dire en étant territoire à énergie positive, donc avec des projets d'énergie renouvelables, notamment des chaufferies bois, des réseaux de chaleur ou également des plateformes de la rénovation énergétique, également tournées vers la précarité. D'ailleurs, une plateforme de la rénovation énergétique existe aussi sur l'agglomération de Libourne-Lacallie. Donc on a déjà des territoires qui sont lancés. Mais il y en a d'autres, sans doute parce qu'ils sont plus petits, parce qu'ils ont moins de moyens et que la loi vient de recréer des intercommunalités qui ont désormais des obligations notamment de plan climat, et qui ont besoin d'un accompagnement. Et donc, le département vient de créer une agence départementale d'ingénierie. L'idée est vraiment d'apporter aussi de l'ingénierie dans le montage des projets, comme vous le disiez. Cette agence s'appelle Gironde Ressources. Elle va évidemment couvrir les principaux champs de compétences du département. Et pour la transition énergétique, elle s'appuiera aussi sur les partenaires que le département a déjà. Donc on a des partenaires, par exemple sur le patrimoine bâti, on est partenaire avec le CAUE. Mais on a aussi une agence locale de l'énergie et du climat, d'ailleurs mutualisée avec la métropole et avec la région, qui intervient déjà et accompagne les territoires sur à la fois des démarches de bilan énergétique, de stratégie, de scénario. Et les territoires après, ou poursuivent en interne, ou s'appuient sur, par exemple, des bureaux d'études ou d'autres acteurs. Alors, au-delà de la feuille de route 2016-2020, d'ailleurs, qui va jusqu'en 2020, vous avez voté plus récemment, en décembre, un plan d'action
concernant la transition énergétique, alors avec plusieurs axes d'action et d'adhésion et de réflexion. Il y a notamment un projet, le projet Cocon 33, je ne sais pas si je prononce bien l'acronyme, qui est, d'ailleurs vous l'avez évoqué dans les différents axes, qui est une opération d'isolation massive des combles non utilisés ou perdus des bâtiments publics, c'est-à-dire des bâtiments du département, hein, c'est ça ? Voilà. Alors je vais effectivement plutôt détailler sur cette action, surtout que nous avons lancé la communication pour attirer les collectivités. Oui, le programme d'action qui a été voté, c'est parce qu'il ne suffit pas d'avoir une feuille de route, il faut les engagements budgétaires pour les lancer. Donc cette opération Cocon d'isolation de ces combles perdus reprend en fait ce qui a déjà été fait avec succès dans le Puy-de-Dôme. Et le principe est de jouer sur la mutualisation avec un groupement de commandes qui va réunir les collectivités qui souhaitent s'engager dans cette opération. C'est le département qui gérera ce groupe de commandes, qui va faire le montage. Les diagnostics seront également financés, alors aussi avec des aides, notamment de l'ADEME. Et ensuite, on va accompagner les collectivités dans la phase travaux en valorisant, en négociant au mieux les certificats d'économie d'énergie, et nous sommes aussi en train de rechercher d'autres subventions puisque les certificats d'économie d'énergie actuellement ne suffiront bien entendu pas à couvrir le coût des travaux. Et c'est vraiment une opération sans regret, comme on dit, pour les collectivités, parce que ça va leur permettre déjà de dégager, on compte en moyenne 25% d'économie d'énergie, 30% d'économie d'énergie et 25% d'économie financière. Alors c'est les moyennes, hein. Ça va varier selon leur patrimoine, le bâtiment, etc. Et c'est aussi une manière pour elles éventuellement d'amorcer ensuite un schéma directeur où elles vont pouvoir réinvestir sur les bâtiments. Ce que je veux dire de manière plus claire, c'est que ça ne menace pas ensuite une rénovation globale du bâtiment. On mise entrée de jeu sur ce qui est le plus simple, le plus efficace. Et le côté innovant, c'est simplement qu'on va vraiment massifier et donc permettre des économies aussi d'échelle par cette démarche. La mutualisation. Oui. Dernier point, on n'a pas beaucoup de temps, mais le département aussi vient de se porter candidat auprès du ministère de l'Environnement pour être labellisé territoire à énergie positive. Vous l'avez un peu évoqué dans déjà la politique mise en place. Alors vous n'êtes pas sûr de remporter, d'être retenu exactement. Mais dans l'absolu, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter ? Je ne sais pas si vous êtes le seul département à l'avoir fait déjà, mais bon, voilà. Et c'est quoi l'idée derrière ? Alors, c'est vrai que c'est une façon aussi de valoriser et d'obtenir des financements, soyons clairs, sur un certain nombre des actions qu'on a lancées. Là, on a essentiellement parlé de Cocon, mais il y en a d'autres, et en essayant d'être aussi centré sur tous les axes de la loi TEPCV. Donc, on a aussi proposé des actions dans ce que nous faisons sur les collèges, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, par rapport à la biodiversité, la mobilité. On n'est pas seulement centré sur le bâtiment. Donc il y a déjà d'autres départements, et d'ailleurs avec une population aussi importante que la Gironde, qui ont déjà été retenus. L'intérêt qu'on y voit également, c'est que ça nous permet de renforcer cet aspect aussi d'animation territoriale. On a une très très grande région. Et un très grand département. Et un très grand département, mais avec une métropole très dynamique. Donc c'est vrai que l'idée, c'est d'agir en complémentarité avec les territoires plus ruraux, sans oublier bien sûr le partenariat avec la métropole et la région, mais en apportant cette dynamique. D'autant plus que le département a également signé une série de pactes territoriaux avec les territoires de la Gironde qui visent à renforcer cette idée d'apporter cette dynamique territoriale. Donc moi, je mise beaucoup sur cet espoir. C'est vrai qu'on présente notre candidature malheureusement un peu tard, mais il a fallu le temps de la mise en place de la nouvelle équipe de la présidence de Jean-Louis Glaise et aussi d'écrire une feuille de route qui ne soit pas juste un copier-coller de ce qu'on pourrait trouver dans le kit de ce qu'on fait sur la transition énergétique. Il a fallu le temps de rencontrer les acteurs et de discuter avec eux. Voilà, donc sans doute réponse en février. On en reparlera peut-être aux prochaines assises. Merci Madame Curval et passez de bonnes assises. Merci.